Alors aujourd'hui, dans votre émission Repère, nous recevons Gino Fidelin. Alors Gino, tu es éducateur sportif, tu es écrivain toi aussi, puisque tu as écrit 2 livres. Donc bonjour. Bel bonjour, merci de me recevoir. Voilà, tu vas nous parler un peu de toi. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Alors je suis Gino Fidelin, j'ai 44 ans, père de 4 enfants. Je suis éducateur sportif des métiers de la forme et des activités physiques pour tous. Et en tant qu'éducateur, j'évolue dans cet univers depuis une bonne vingtaine d'années sur la Martinique et les Outre-mer. Et c'est un métier passion, un métier mission où j'ai pu grandir en tant qu'homme, en tant qu'humain et apprendre avec ma communauté, la résilience par exemple. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Que je suis un passionné de l'humain, un passionné de la vie. Et c'est ce qui fait mon leitmotiv dans la vie de tous les jours en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que Martiniquais. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler dans le sport, en fait, à éduquer au niveau sportif? Qu'est-ce qui t'a amené? Depuis petit, tu aimais le sport? Alors, qu'est-ce qui m'a amené dans l'éducation des métiers de la forme? C'est simplement le fait que depuis tout petit, même depuis de par les témoignages de ma mère, que je salue au passage, dès la gestation, j'étais déjà en train de faire des burpees dans le ventre de ma mère. Donc, oh, la pauvre. Ok. Donc, du coup, il était tout à fait naturel pour moi d'exercer ce métier parce que, dès mon enfance, je pouvais pas rester assis sur une chaise. Mon cerveau, quand il est assis, il enregistre tout de suite ses repos et repos égale sommeil. Donc, déjà en classe, j'avais du mal à rester assis. Il fallait que je sois tout le temps debout. Même si j'avais rien à aller jeter à la poubelle, il fallait que je me lève, que j'aille faire genre, je vais jeter quelque chose à la poubelle. Simplement pour me réveiller parce que, j'ai un métabolisme actif et je pouvais pas rester assis plus de 2 heures. Ça a été une problématique pour moi pendant toute ma scolarité parce que je suis quelqu'un de dynamique, il me faut bouger et je pense que j'aurais peut-être une meilleure scolarité si je pouvais faire mes cours en faisant du sport, en faisant des burpees, en faisant du saut à la corde, j'écoute le prof de maths. Je pense que j'aurais une meilleure compréhension des mathématiques et de l'anglais, par exemple, si je pouvais le faire en bougeant. Parce que rester assis, ça ne me réussit pas, c'est pas possible. Même rester assis devant la télé, moi je m'endors direct. Il faut que je bouge. Donc du coup, j'ai une vie très trépidante, active. D'ailleurs, je suis un athlète de haut niveau, je fais du sport le plus souvent que possible. Il est compliqué de le faire tous les jours parce que mon métier c'est de faire transpirer, de faire progresser, d'éduquer ma communauté à mener à bien leur mission de vie en mettant du sport dans leur vie, en ayant une alimentation saine, en ayant une gestion des émotions, du stress, parce que oui, il faut un équilibre dans la vie. Il suffit pas de faire du sport. Pour faire du sport, on fait pas du sport pour être joli ou pour faire joli. On fait du sport pour demeurer en bonne santé physique et mentale. On dit que le sport, justement, c'est le meilleur anti-stress. Et que ça permet de lâcher, en fait, de diffuser de la dopamine, c'est ça? Exactement. Alors, et de la Pratiquer du sport permet à toutes nos cellules, à tous nos neurotransmetteurs de mieux fonctionner. Ça, la sérotonine aussi, est l'hormone du bonheur et ça donne une satisfaction. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui vont un peu plus, qui en font trop. À ce moment-là, ça peut être un problème. Dans tout, l'excès nuit. C'est comme dans l'alimentation, on peut manger de tout, en fait, mais avec une certaine mesure. Quand on est dans l'excès, forcément, ça nuit. Mais le sport, c'est pareil. Quand on fait du sport en excès, ça nuit au corps, ça détruit nos articulations, ou ça peut provoquer des problèmes de santé comme des inflammations, comme des tendinites, etc. Donc, tout doit être approprié. Et quand on a cette philosophie de tout faire de manière appropriée, du coup, on a une vie plus harmonieuse et puis ça nous permet d'avoir une certaine qualité de vie. Et justement, qu'est-ce que tu penses de tous ces fast-foods qui pullulent
Là, au niveau de Marie-Galante, il n'y a pas un seul. En fait, je vais pas citer la marque, mais il n'y a pas de burger en fait à la minute. Qu'est-ce que tu penses justement des jeunes générations avec qui sont en fait dont l'alimentation principale sont les fast-foods? Sans langue de bois? Ben, on est là pour ça, hein, Gino. Pour moi, c'est un génocide organisé. Avoir autant de fast-food sur un petit territoire comme le nôtre, c'est une réelle volonté de génocide organisé. Pourquoi? Parce que manger sainement aujourd'hui sur mon territoire, donc la Martinique, c'est devenu quasi impossible. Je pense aux familles n'ayant pas forcément des moyens substantiels. Il est quasi impossible de manger sainement. Un paquet de pâtes, même le prix le plus dérisoire, coûte excessivement cher en Martinique. En même temps, il y a quand même justement des jeunes qui font énormément de choses. Je pense à Cadas et au Petit Cocotier, en fait, de la terre en fait à la fourchette, qui proposent des choses qui sont pas non plus excessivement chères et qui rééduquent la population à manger plus sain. Oui, il y a. Donc il y a quand même des choses qui se font. Il y a des choses qui se font, mais elles sont tellement minimes, on dira que c'est 1% de la population qui agit et on est noyé par ce flot de fast-food, de mauvaise éducation à l'alimentation. Et du coup, il y a un réel travail, et d'ailleurs nous sommes nombreux à le faire, à démocratiser, à sensibiliser la communauté à mieux manger. Ok, on peut s'accorder un fast-food une fois comme ça, mais tous les midis à la pause déjeuner entre les interclasses, ben non. C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, on le voit bien, nous sommes le premier département de diabétique en Martinique sur le territoire français. Mais justement, il y avait des nutritionnistes qui disaient que nos mets comme le ragoût de cochon, en fait, le dombré ou des mets qu'on apprécie étaient intéressants à l'époque de façon nutritionnelle et pour la santé parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui marchaient. Donc, il n'y avait pas la voiture, il n'y avait pas le même mode de vie, on n'était pas dans la sédentarité. Et maintenant, en fait, les repas qu'on a, en fait, les plats qu'on a typiquement martiniquais, guadeloupéens, etc., sont trop gras par rapport à la vie qu'on mène. Alors, c'est une réalité. Cependant, on ne mange pas un dombré crevette tous les jours, ni un ragoût de porc tous les jours. C'est traditionnellement le dimanche, le week-end, quand on va chez mamie ou chez papa ou chez maman, qu'on s'octroie des déjeuners, on va dire, copieux. Et à mon sens, si derrière il y a une activité physique à raison de 1 à 2 fois par semaine et que dans la semaine, on se permet d'avoir une alimentation plutôt light, saine et variée, notre gastronomie, à mon sens, notre gastronomie peut être maîtrisée, peut être utilisée pour justement nous permettre d'améliorer notre santé, à condition en effet que nos produits ne soient pas chlordéconés. Je prends mon exemple, je mange essentiellement des racines, donc tout ce qui est igname, patates douces, etc. Mais il a été apporté à notre connaissance que nos racines peuvent être polluées par le chlordécone. Donc, on est obligé aujourd'hui, quand on est consommateur de notre gastronomie, de faire attention quand on veut consommer, par exemple, des patates douces. D'où elle sort cette patate douce? Si elle est faite d'ici ou pas? Parce que si elle n'est pas faite d'ici, elle est faite ailleurs. C'est pas forcément la même réglementation au niveau des normes phytosanitaires. C'est intéressant ce que tu es en train de pointer parce que souvent on dit que nos produits, effectivement, il y a la chlordécone, mais sauf que les produits qui viennent des pays voisins qui sont importés chez nous, ils n'ont pas les mêmes réglementations. Donc en fait, ils utilisent aussi des produits qui sont pas bons et en fait, on les achète à moindre coût, mais ils sont pour autant pas bons pour la santé. Et donc, nous devons apporter cette information à la communauté pour... c'est compliqué en réalité et ça relate un peu le début de ce que nous partagions.
il est très difficile aujourd'hui en Martinique d'avoir une alimentation saine et variée parce que la plupart de nos produits, légumes, légumineuses, etc., on va retrouver des pesticides dedans. Si c'est pas des pesticides, ce sont des OGM. Bref, donc il faut faire attention, mais il faut pas non plus être frustré de la vie parce qu'on en a qu'une. Hein. En tout cas, en tant qu'humain là aujourd'hui, ici et maintenant. Et il est important de se faire plaisir. Parce que avoir une vie stressante par rapport à je dois manger ceci, manger cela, on va jamais s'en sortir. L'idée, c'est de manger un peu de tout, de faire attention quand bien même aux excès, de limiter les excès, mais surtout de faire du sport pour que justement notre corps puisse être capable d'éliminer les toxines. Bon, donc justement, par rapport à ce que tu viens de dire, donc tu as été le premier à innover en mettant les bootcamps, c'est ça? Est-ce que c'était justement dans cette optique-là? Exact. À l'époque, quand j'ai démarré mon aventure d'entrepreneur, j'ai dû faire une étude de marché, comme on dit. Et il m'est venu à l'idée d'innover dans mon secteur d'activité, de ne pas ouvrir une salle de sport pour faire comme les autres. Et j'ai toujours été comme ça dans ma vie en tant qu'humain. J'ai jamais fait les choses comme les autres. J'ai toujours été un petit peu différent. Bon, mais c'est ma personnalité. Et à l'époque, donc c'était en 2010, j'ai démissionné de la salle de sport dans laquelle je travaillais. Et je suis parti pendant un mois en mission humanitaire au Bénin. Cette aventure a changé ma vie parce que j'étais sur la terre-mer. J'ai pu marcher et fouler le sol de mes ancêtres qui ont été mis en esclavage et qui ont vécu, entre guillemets, enfin c'est pas entre guillemets, qui ont vécu l'enfer. Et ce contact, cette connexion avec mes ancêtres, avec la terre-mer, a illuminé ma vie, a illuminé ma spiritualité, a illuminé mon âme. Et du coup, il était tout à fait naturel pour moi, à l'issue de cette mission humanitaire, de casser les codes, d'innover, de prendre le taureau par les cornes et de mener à bien ma mission en tant qu'éducateur sportif et donc d'être un porteur de projets pour mon territoire. Et du coup, ça fait plus de 10 ans. Donc, en 10 ans, le bootcamp a pu mener à bien des événements aussi bien en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, auprès d'écoles, de collèges, d'entreprises. C'est plus de 200 événements, c'est plus de 80 000 personnes qui sont venues à mes événements. Et j'ai eu l'occasion aussi d'être producteur d'une émission télévisée, toujours dans l'innovation, pour permettre à l'issue du Covid, aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans une salle de sport ou de se déplacer, d'avoir une émission quotidienne sur Martinique la Première et de permettre à la communauté d'avoir des éléments pour faire du sport chez soi, sans matériel. C'est une émission à 360 degrés où nous avons pu traiter de sujets comme la naturopathie, la gastronomie, donc justement, les en fait, recettes. pour revenir à la naturopathie, tu as fait des formations PNL, sophrologie, c'est ça aussi? Exactement. Donc tu as voulu pousser un peu plus loin sur connaissance de l'être humain. Exactement. Tout au long de ma carrière d'éducateur sportif, chaque année, j'ai cette obligation de me former. Donc, depuis plus de 20 ans, je ne compte même plus le nombre de formations que j'ai pu effectuer. La dernière, c'était une formation en neurosciences où j'ai pu développer, acquérir des compétences sur la neuroscience appliquée pour les athlètes de haut niveau, la gestion du stress, le leadership pour les entreprises également, pour le management positif, pour que nous puissions justement optimiser la performance d'un humain à travers le fonctionnement de son cerveau. Bon, ça c'est, voilà, mais un éducateur sportif est censé se former. À bon escient, bien entendu. Ça peut être toutes les années, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Bref, on n'est pas la
l'avantage de notre métier, c'est qu'il évolue chaque année, ça évolue tout le temps. Et pour être au fait hein, de la science, des méthodes, aujourd'hui, il y a pléthore d'exercices qu'on faisait il y a 10 ans pour travailler la sangle abdominale, par exemple, qu'on ne fait plus aujourd'hui parce que du coup, la science a permis de comprendre biomécaniquement que tel mouvement est contre-productif et qu'il est préférable d'utiliser, par exemple, que le gainage. D'accord. Et est-ce que tu as en fait un vlog sur les réseaux, on peut trouver des séances de gyno? Alors oui, je fais partie de la génération où, oui, c'est vrai, on a grandi avec Internet. J'ai grandi avec l'apparition des téléphones portables, d'Internet, etc. Mais je suis profondément animé par la proximité avec ma communauté, avec mes clients. Et c'est un métier, les réseaux sociaux. J'ai quand bien même des réseaux très actifs, j'essaie de faire de mon mieux, mais c'est clair que ce n'est pas ma priorité, entre guillemets. Je préfère laisser aux jeunes éducateurs sportifs qui sont passionnés des réseaux sociaux, justement, la totale liberté d'innover à ce niveau. Et de par mes missions, gestion d'événements, d'entreprises, avec associations. D'ailleurs, avec Mali, nous avons un super projet qui s'appelle Zétoile, où nous allons accueillir 16 jeunes pendant 3 ans pour leur permettre de réaliser que la vie a belle. La vie a belle. Et que nous sommes capables de faire des bagailles. Et que la violence ou la délinquance n'est pas une fatalité. C'est peut-être même un tremplin pour devenir un homme meilleur. D'ailleurs, ma jeunesse n'a pas été non plus de tout repos. Hein. Oui, justement, pour revenir un petit peu à toi en tant qu'enfant. Donc, tu disais que tu étais un enfant du Nord. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un enfant du Nord? Alors, du Nord, Atlantique et Caraïbes, voilà. Parce que très souvent on me demande, oui, mais tu es de quelle commune? En réalité, je suis du Nord Caraïbes et du Nord Atlantique parce que j'ai habité aussi bien dans le Nord Atlantique que dans le Nord Caraïbes. Et j'ai grandi dans pratiquement pas toutes les communes, mais j'ai fait mes classes dans tout le Nord Atlantique, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que tu peux nous dire? Alors, tu as commencé j'ai été au primaire au Lorrain, j'ai habité au Lorrain, j'ai fait une bonne partie de mon enfance et de ma jeunesse au Lorrain, mais aussi bien au Marigot. J'ai été en classe à Sainte-Marie, à Trinité, j'ai habité à Joupa-Bouillon, au Mont-Nevers. J'ai fait mes classes aussi à Acajou. D'ailleurs, quand j'habitais à Joupa-Bouillon, je faisais du stop et je marchais beaucoup pour aller au lycée à Acajou 2. Et pareil, quand je sortais d'Acajou 2 à 17h, il fallait sortir du lycée à Acajou 2, descendre au rond-point Mao. Je faisais tout ce petit chemin-là à pied pour faire du stop. Pour arriver à Joupa-Bouillon, j'arrivais chez moi, des fois il était 20h, 21h, parce que c'est pas tous les jours que j'avais les moyens de payer un taxi à l'époque. Donc c'est une réalité que connaissaient beaucoup de jeunes du Nord aussi. Ah oui. Est-ce qu'ils avaient l'habitude? Ils avaient l'habitude. Bon, il y en a qui avaient les moyens de prendre le bus ou le taxi, bref. Mais voilà, j'ai une jeunesse très trépidante, très difficile, et tant mieux. Je suis très reconnaissant de ce que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, aussi bien de tout ce que mes parents ont pu faire pour moi. Pourtant, tes parents étaient quand même avaient un travail, ils travaillaient à la poste. Alors, mes parents étaient restaurateurs. Oui. Mes parents étaient restaurateurs quand mes parents. Alors, c'est vrai que avec le Bumidum, ils ont eu une expérience de vie à Lyon, où je suis né d'ailleurs. Mais dès mon enfance, on est revenu en Martinique et mes parents ont été restaurateurs au Lorrain d'ailleurs. Donc, ils n'ont pas gardé le travail qu'ils faisaient avant? Ah non. Ils ont embrassé l'entrepreneuriat dans la restauration et j'ai grandi d'ailleurs dedans. Et ça nous a permis
ça m'a permis, moi en tout cas, de découvrir qu'est-ce que l'entrepreneuriat depuis ma tendre enfance. Et j'ai depuis mon enfance compris que la vie, c'est pas un bol tout le monde. Et que même si tu n'as pas forcément les moyens de faire quelque chose, fais-le. Fais-le, même de manière imparfaite. Et forcément, les choses se mettront en place pour améliorer, pour parfaire, ne serait-ce que le petit grain de sable que tu as apporté. Je reviens sur ce que tu disais, en fait, sur toutes les communes que tu as faites. Comment tu arrivais à garder finalement un ancrage avec les copains? Parce que voilà, quand on fait à l'école, on a des copains, on se voit. Après, on passe dans une autre commune, on se voit peut-être un peu moins. Comment tu as fait et quel impact ça a eu sur ta vie finalement de changer autant assez souvent de commune? Justement, pour moi, ça a été une magnifique aventure de vie parce que du coup, je connais pratiquement tout le monde à Trinité, à Sainte-Marie, au Marigot, Lorrain, à Basse-Pointe, à Joupa, Mont-Rouge, Saint-Pierre, Mont-Vert. Enfin, je connais beaucoup de personnes, du coup, depuis mon enfance, dans tout le Nord, enfin, dans toute la Martinique en réalité. Parce que j'ai fait 20 ans de compétition, j'ai fait plus de 15 ans de natation avec le Neptune Club, donc on côtoyait les clubs de toute la Martinique. Donc j'ai eu une enfance quand bien même très active qui m'a permis de connaître aujourd'hui dans ma génération. Je crois que je côtoie et que je connais pratiquement un peu tout le monde dans ma génération. Et c'est une force non négligeable dans l'entrepreneuriat de connaître un tel. J'ai besoin de telle chose, je sais que un tel connaît un tel. Et dans notre communauté, on est un micro-marché. Le lionnage, il est fondamental. D'ailleurs, en parlant de lionnage, en tant que porteur de la flamme olympique, oui, justement, pour le mois de juin, oui. J'ai dit, ah bon, vous me donnez cet honneur d'être porteur de la flamme olympique. Très bien. Mais avant d'être porteur de la flamme olympique, je suis porteur de projets, je suis porteur de santé, je suis porteur d'événements sportifs pour améliorer la qualité de vie de ma communauté. Et donc, à cette occasion, j'ai eu l'opportunité avec mon collègue Roger Jalta, que je remercie également de m'avoir sollicité, à faire ce lionnage pour le mois de juin, où sur les 34 communes, nous allons pendant 34 jours opérer sur 34 activités sur l'ensemble du territoire. Et pour moi, c'était le véritable symbole d'être porteur de flamme olympique, mais aussi d'agir et de montrer que même avec 0 €, 0 moyen, on est capable d'agir et de faire pour notre communauté. Alors, 0 € à prendre avec des pincettes, parce qu'il ne faut pas que nos décideurs, nos politiques comprennent que nous, missionnaires, soldats de la vie, entrepreneurs, nous allons prendre ça comme habitude de faire avec les moyens du bord. Parce qu'à un moment, en tant qu'entrepreneur dans le monde du sport, il serait intéressant qu'on puisse être écouté, entendu, mais surtout, parce que c'est pas rien qui écoute nous, et puis, tendez-nous ici, voyez-nous, aidez-nous, faites avec nous, puisque vous n'êtes pas fait ou vous n'êtes pas ça fait. Nous là, nous qu'a fait, nous ça fait, on nous fait ensemble. Le projet du lionnage contre diabète, c'est un projet qui va rayonner sur l'ensemble du territoire pour œuvrer à la sensibilisation d'une meilleure alimentation, d'une meilleure hygiène de vie et qualité de vie pour notre communauté. Car cette année, nous avons la Palme d'Or, nous sommes les champions de diabétiques, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais on le répète. Oui. Non, l'année prochaine, il ne faut pas s'arriver nous. Donc, est-ce que du coup, on va rester là à attendre qu'on fasse pour nous ou on fait? Mais ça passe aussi par l'éducation, c'est-à-dire que c'est par la jeunesse qu'on agit. Justement. Exactement. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de marquer un temps fort tout le mois de juin. D'ailleurs, le mois de juin va durer 34 jours pour sensibiliser la communauté. Mais voilà, ce n'est pas sur un mois qu'on va pouvoir changer les habitudes. Donc, chemin faisant, il y aura pléthore d'événements qui viendront tout au long de l'année, tout au long des futures années qui arrivent
pour qu'on puisse être un territoire en bonne santé, en pleine santé, d'autant plus que nous sommes un territoire vieillissant, nous devons mener à bien cette mission pour permettre à la communauté de changer leur comportement au niveau de l'alimentation et surtout au niveau de leur approche du sport. Parce que le sport, c'est pas de la compétition forcément. Le sport, c'est pour être en bonne santé. Ouais, c'est le sport, santé, nourriture et équilibre. Voilà. Et avoir des réflexes, des automatismes, des tips. Et donc, on va œuvrer pour ça. Parce que ben, c'est notre mission hein, en tant qu'éducateur sportif. Notre mission, c'est d'éduquer. Éduquer en toute humilité, éduquer de manière appropriée, puisque bien entendu, on doit faire en fonction des tenants, des aboutissants, des pathologies, des spécificités, de si on a les moyens ou si on n'a pas les moyens. Mais en réalité, quelles que soient les spécificités, tout est possible. Gino, on arrive déjà au terme de l'entretien. En tout cas, félicitations pour ton engagement, parce que tu parles d'éducateur sportif, c'est votre mission. Ben, tout le monde n'est pas engagé comme toi. En tout cas, félicitations pour Étoiles. Merci. De donner de ton temps pour pouvoir accompagner ces jeunes à s'accomplir, à trouver un sens à leur vie. Et puis aussi par rapport à ce que tu as mis en place pour la flamme olympique que tu vas apporter. Est-ce que tu as, voilà, comme je disais, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que tu as un mot ou une parole ou quelque chose à dire à la jeune génération, que ce soit Guadeloupe, Martinique Alors, le message que j'aimerais apporter en tant qu'éducateur sportif, mais aussi en tant que porteur de la flamme olympique qui représente les valeurs d'unité, de partage, de dépassement de soi, d'estime de soi, j'aimerais apporter à la jeunesse ce message solennel. Maman là, c'est ensemble pour nous faire. Quel que soit, tu as une difficulté, tu sais que tu peux compter sur quelqu'un. Tu n'es pas tout seul. Tu as un projet, tu sais que tu peux compter sur quelqu'un. Tu n'es pas tout seul. Et si tu es tout seul, cherche à avoir du soutien auprès de ta famille ou des professeurs ou même des camarades. Nous devons apprendre à faire ensemble. Nous sommes une petite communauté. Quand je dis petite communauté, c'est par rapport au nombre d'habitants, hein, parce qu'en réalité, on est grand, mais on est tellement grand qu'on ne prend même pas conscience oui. de notre puissance divine déjà et de notre puissance communautaire. Et j'aimerais et j'aurais souhaité un jour que notre communauté puisse prendre conscience de cela et que nous puissions ensemble faire ce lionnage pour avancer ensemble, pour faire ensemble, grandir ensemble. Ça veut dire qu'il faut sortir de la victimisation et avancer. Mais nous ne sommes clairement pas des victimes, nous sommes des soldats. C'est le mot de la fin, Gino. C'est le mot de la fin. Merci encore. Merci à vous et Tchemberet Pamoli. Merci.